Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif et voici notre sommaire. Mon invité c'est Natacha Tréant, enseignante-chercheuse à l'université Grenoble-Alpes. Elle va nous présenter ses travaux en matière de résilience climatique des entreprises. Notre débat, il portera sur l'industrie textile, comment faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre. On va parler d'économie circulaire, de durée de vie des collants et de reprisage des chaussettes. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrez les procédés de recyclage des métaux non ferreux de Cyclamen avec ses usines mobiles. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Natacha Tréant. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Grenoble-Alpes. Vous avez publié sur le site The Conversation un article sur la résilience climatique des entreprises. On va peut-être commencer par le constat à quel point elles sont directement concernées par les conséquences du réchauffement climatique. Oui. Alors je voudrais prendre un exemple vraiment symbolique, c'est celui de Porsche. Oui. Pendant les inondations majeures cet été en Europe, un de ses fournisseurs d'aluminium a été bloqué. Résultat pour Porsche, 1 milliard de pertes potentielles de chiffre d'affaires, mais surtout une baisse significative de son cours de bourse, parce que les investisseurs ont considéré que sa chaîne de valeur n'était pas assez résiliente. Et là, on n'est qu'en Europe. Alors, on sait qu'en fait, les chaînes de valeur, elles sont mondiales et fragmentées. Ça veut dire, si on prend simplement, par exemple, les semi-conducteurs, 40% des industries semi-conducteurs sont situées aujourd'hui dans des zones qui, d'ici 2030, vont être soumises à un stress hydrique intense. Et alors là, c'est toutes les supply chains de l'automobile, l'aéronautique, l'électronique qui vont être concernées. Donc en fait, au niveau des entreprises, les entreprises ne pourront plus dire « Ah, mais c'est un cas de force majeure ». Parce qu'avec le réchauffement climatique, les événements extrêmes, les événements imprévus, ça va devenir notre nouveau monde normal. Oui, donc ça veut dire que leurs assurances, mais aussi les investisseurs, etc., disent mais attendez, non, vous ne l'avez pas prévu, c'est votre souci. Donc dans ce cas-là, et peut-être juste 2 chiffres clés, simplement en France, pas à 2100, dans 5 ans, le réchauffement climatique, c'est plus 2 degrés. Et au niveau mondial, c'est plus 1,5 degré. Donc automatiquement, les événements extrêmes et imprévisibles vont se multiplier. Et là, la résilience est clé. Ouais. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui doivent intégrer le risque à leur stratégie ou alors se réinventer, c'est-à-dire, parce qu'il y a les deux aspects. Qu'est-ce que moi, entreprise, je fais pour limiter le réchauffement? Donc est-ce que je fais parfois, je réinvente mon modèle économique ou alors simplement, je continue de faire ce que je faisais depuis des décennies, mais je me prépare. C'est une vraie question. En fait, quand on regarde depuis la crise Covid, la majorité des entreprises ont travaillé sur le management des risques. Mais en fait, c'est pas parce que vous managez des risques que vous êtes résilient. Management des risques et management de la résilience, ce sont 2 concepts complémentaires, mais totalement différents. Le management des risques, c'est le fait de travailler pour diminuer la probabilité d'apparition d'une menace et diminuer son impact. Le management de la résilience, c'est face à une crise majeure, imprévue, face à un événement imprévu. C'est comment je fais à un moment donné pour réagir et pour survivre. D'accord ? Donc en fait, quand on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la résilience, c'est 3 éléments clés. Vous dites capacité d'absorption d'un choc, capacité d'adaptation après le choc, capacité de transformation pour devenir robuste, c'est ça? Exactement. C'est les 3 éléments. Vous avez totalement raison. J'ai lu votre article sur tous les dos. Et donc sur la capacité d'absorption d'un choc, de quoi on parle? C'est ce que vous expliquez avec l'exemple Porsche, par exemple? Oui. Et alors peut-être juste quand même dire, que les entreprises elles comprennent, il y a une étude qui est sortie de BCG qui est très intéressante. Au niveau mondial, c'est 10% des entreprises qui ont une capacité de résilience. C'est pas beaucoup. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Donc maintenant, je réponds à votre question sur la capacité d'absorption d'un choc. La capacité d'absorption d'un choc, c'est conditionné en fait par 2 paramètres. C'est conditionné par la détection des signaux précoces et par la qualité en fait de l'échange et l'intensité de l'échange tout au long des chaînes de valeur. Mais encore faut-il connaître sa chaîne de valeur. Et ici, c'est le vrai problème. En fait, la majorité des entreprises, elles connaissent leurs fournisseurs de rang 1, donc leurs fournisseurs directs, mais elles ne connaissent pas les fournisseurs des fournisseurs, les fournisseurs de rang 2, de rang 3, etc. Or, toutes les recherches académiques, elles montrent que les crises, elles surviennent majoritairement dans les rangs 2 ou auprès des rangs 3. Donc ça veut dire qu'ici, alors peut-être un autre chiffre qui est assez étonnant, en Europe, c'est 8% des entreprises européennes qui connaissent leur rang 2. C'est très faible, on est d'accord? Donc il y a une vraie problématique par rapport à ça. À mon sens, une solution, c'est de travailler par filière, entre concurrents, entre clients, entre fournisseurs, pour essayer de reconstituer des chaînes de valeur, pour essayer de les cartographier et de les tracer. Vous parlez de coopétition, c'est ça? Exactement, c'est l'alliance en fait de la
coopération et de la compétition. Et pour moi, un exemple qui est très intéressant, c'est celui de l'industrie cosmétique, avec des gens comme Chanel, des gens comme Clarins, qui sont bien, on est d'accord, qui sont bien en concurrence, mais qui vont s'allier ensemble pour reconstituer des chaînes de valeur à travers un consortium de 15 entreprises, avec des concurrents, des clients, des fournisseurs, pour retracer, ça s'appelle Trace. C'est très intéressant. Ouais. Et c'est pour retracer l'ensemble de leur chaîne de valeur, pour bien comprendre, reconstituer en fait les différents rangs. Ça ne veut pas dire qu'ils auront forcément les mêmes fournisseurs ou les mêmes sous-traitants ? Si, majoritairement. En fait, quand vous êtes dans une même filière, et c'est ça l'intérêt, vous allez partager souvent des fournisseurs. Et plus vous allez pouvoir en fait mettre en commun de l'information, plus vous allez pouvoir essayer de reconstituer en fait les rangs inférieurs et remonter jusqu'au champ ou jusqu'à la mine, à l'extraction. Et peut-être même accompagner les 10 fournisseurs pour qu'ils soient plus résilients eux aussi. Et vous avez tout compris, c'est le nerf de la guerre. Effectivement. Ouais, tout à fait. Quand on parle de capacité d'adaptation après le choc, alors là, c'est intéressant parce que j'imagine qu'il ne faut pas attendre le choc pour s'adapter. Oui, tout à fait. Ouais. Alors ici, la capacité d'adaptation, c'est conditionné par la diversité. Ouais. Si je prends une métaphore naturelle, quand vous êtes dans un champ de blé, si vous voulez que votre champ de blé il soit résistant et donc adaptable par rapport à des pathogènes ou par rapport à une sécheresse, il faut en fait cultiver plusieurs variétés de blé ensemble. Et bien, dans une chaîne de valeur, c'est exactement la même chose. Il faut diversifier ses zones d'approvisionnement, il faut diversifier ses fournisseurs, il faut diversifier ses stockages, ses zones de stockage et automatiquement multiplier les stocks. Et enfin, idéalement, il faut diversifier ses produits, avoir des produits de substitution. Alors, vous allez me dire, oulala, mais la résilience, c'est pas de l'efficience. Et oui, mais ça veut dire qu'en fait, quand on est sur une logique d'optimisation, l'optimisation fragilise. L'hyperspécialisation, l'optimisation fragilise. Et en particulier quand on est dans un environnement qui est un environnement instable, imprévisible. D'accord. Mais alors ça va à l'encontre d'autres objectifs qui pourtant ont potentiellement un effet de décarbonation, qui sont la relocalisation, le circuit court, etc. Non, justement. Parce que si vous nous dites qu'il faut disséminer les risques. Et on ne pas disséminer les risques, on va vouloir atténuer les risques, mais regardez sur une chaîne de valeur. Le but du jeu, c'est plutôt faire du zone pour zone. Quand vous faites du zone pour zone, vous atténuez automatiquement aussi l'empreinte carbone. C'est faire de l'économie circulaire. On n'est pas sur une logique où... L'exemple typique. Les Américains, ils disent, moi je veux aller dans une zone à bas coût pour produire mes médicaments. Ils ont dit, on va choisir Porto Rico, on concentre toute notre fabrication de médicaments dans cette zone-là. L'ouragan Maria, c'est toute leur chaîne de valeur qui d'un seul coup est déstabilisée. Donc on voit bien qu'en fait, pour ça, la réponse c'est, il faut changer nos indicateurs de performance. Il faut arrêter d'être sur des indicateurs de performance, et en particulier au niveau des achats, qui sont focalisés à court terme et sur la productivité. Et puis deuxièmement, il faut systématiquement intégrer le chiffrage des stress tests, c'est-à-dire des tests de résistance de nos chaînes de valeur, parce qu'à ce moment-là, on verra que ça ne va pas à l'encontre d'un coût supplémentaire, mais au contraire, si on intègre le chiffrage en fait des impacts potentiels, on va se rendre compte que travailler sur la résilience, avoir plusieurs zones de sourcing, etc. Au contraire, ça va nous permettre de protéger et c'est un investissement qui est rentable. Oui, il y a toujours cette maxime qu'il faut répéter, c'est que l'inaction coûte plus cher que l'action. Ça, c'est ce que tout le monde dit, on a bien compris. Aux conséquences du réchauffement. Bien évidemment. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est une réalité aussi pour les entreprises. Et donc, ça nous amène au troisième axe. Vous avez commencé à l'évoquer, capacité de transformation pour devenir plus robuste. Oui. On parle d'investissements lourds. Vous nous dites, oui, ils sont lourds, mais ils rapporteront plus que de ne rien faire. Ça, on l'a bien compris. Vous avez totalement raison. Et en fait, la capacité de transformation, c'est qu'il faut apprendre des crises. Et apprendre des crises pour se transformer et pour devenir plus robuste ensuite. Mais c'est là qu'on peut aller jusqu'à changer de modèle éventuellement ? Bien évidemment, changer de modèle, reconcevoir sa chaîne de valeur. Et puis aussi, pour moi, il y a deux niveaux au niveau de la transformation. Il y a le niveau je suis donneur d'ordre, je suis client, c'est reconfigurer ma chaîne de valeur. C'est aller vers des chaînes de valeur justement qui sont plus zone pour zone. C'est-à-dire, je vends en Europe, je fabrique en Europe. Je vends en Asie, je fabrique en Asie. Mais c'est aussi en Europe, c'est des supply chains et des chaînes de valeur qui sont beaucoup plus sur de l'économie circulaire. Parce que ça, c'est résilient. D'accord ? Donc ça, c'est la transformation en tant que entreprise cliente, en tant que donneur d'ordre. Mais j'ai une grande responsabilité. Pour moi, il y a une responsabilité des donneurs d'ordre et des clients à aider leurs fournisseurs à se transformer également. Pour moi, c'est clé. Et là-dessus, j'adore ce que fait Blédina. Je voudrais juste vous donner un exemple. Allez-y, ouais. Blédina, en fait, pour aider ses fournisseurs agriculteurs à passer à de l'agriculture régénératrice, ils disent, mais ce qu'on fait, c'est qu'on vous fournit en fait un support technique et en plus, on vous propose une prime. Donc, on est typiquement sur une logique où on va nous-mêmes se transformer nos chaînes de valeur, aider nos fournisseurs,
pour véritablement aller vers des supply chains qui sont beaucoup plus robustes. Est-ce que c'est vrai aussi de l'exemple que vous donniez tout à l'heure sur la cosmétique, c'est-à-dire que est-ce qu'ils identifient effectivement la chaîne de valeur pour l'aider, il ne s'agit pas simplement de lui mettre la pression, c'est ça? Non, le but du jeu, c'est de tous s'intégrer dans une logique de transformation qui va bien évidemment intégrer le chiffrage des impacts. Et à ce moment-là, on se rend compte que non, c'est pas simplement du coût, c'est un retour sur investissement. Et travailler sur l'ensemble de sa chaîne de valeur dans un effet de cascade, mais qui est au contraire très positif et très vertueux. Parce que on n'est plus, alors on revient au modèle assurantiel, c'est-à-dire qu'on est dans une certitude que sa chaîne de valeur sera impactée un jour ou l'autre, c'est ça? C'est obligatoire quand on regarde, c'est ce que je disais par exemple sur les semi-conducteurs. C'est bien évidemment que l'ensemble de sa chaîne de valeur va être impacté. Et le nerf de la guerre, c'est qu'aujourd'hui les entreprises, elles restent focalisées uniquement sur leur propre entreprise, ce qui est déjà pas mal. Mais en fait, la majorité des crises, elles viennent en fait des rangs 2, des rangs 3. On l'a vu pendant la crise Covid, d'un seul coup, on s'est dit l'épicentre de la crise à Wuhan, est-ce qu'on a des fournisseurs qui sont à Wuhan? Et personne ne le savait. Donc il a fallu essayer de reconstituer ces chaînes de valeur et on s'est rendu compte que ça a bloqué le monde entier à un moment donné. Donc il y a vraiment cette logique à un moment donné de cartographier l'ensemble des chaînes de valeur. Et peut-être si on a le temps. Dernier mot, 30 secondes. Non, je voulais parler de la CSRD, mais c'est ça, la CSRD, on ne va pas avoir le temps parce qu'il faut plus de temps. Et on l'a souvent évoqué dans cette émission et on attend les décisions européennes sur la directive Omnibus. Peut-être le dernier mot, c'est vraiment que les entreprises comprennent que ça n'est pas un coût de travailler sur sa résilience, c'est un investissement et que c'est un investissement qui est rentable pour devenir à un moment donné beaucoup plus robuste et pour préserver son avantage concurrentiel. Merci beaucoup Natacha Tréant et à bientôt sur Merci Thomas. Merci Smart for Change. On passe à notre débat, la transition de l'industrie du textile. La transition de l'industrie du textile au programme de notre débat avec Vincent Marie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Bleu Forêt. Thomas Ebele, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, président du Fashion Green Hub Grand Paris. On commence par des questions de présentation, évidemment. Bleu Forêt, c'est une marque de chaussettes, de collants, c'est ça? Exactement. Quelles caractéristiques? D'abord, fabriquées en France, on peut commencer par dire ça. 100% fabriqué en France, dans notre usine des Vosges. Et c'est une marque, nous sommes une PME industrielle familiale et on s'appuie vraiment sur l'investissement dans un outil industriel moderne, productif, un niveau de qualité et on travaille toujours sous marque. Oui, effectivement. On rentrera dans le détail de la création de la marque. C'est votre père qui l'a créée il y a quoi? Il y a une trentaine d'années. On va rappeler ça, mais je voudrais que vous nous présentiez Fashion Green Hub. C'est une association, c'est ça? C'est ça. Elle a été créée en 2015 à Roubaix et son objectif, c'est de mettre en réseau l'ensemble des acteurs de la mode circulaire, solidaire, inclusive et pour une mode durable. Oui, mode durable. Et donc là, on parle d'un lieu, le Fashion Green Hub Grand Paris. C'est quoi? C'est un lieu où on peut venir réfléchir ensemble justement à l'avenir de la mode? Tout à fait. Alors l'association s'appelle Fashion Green Hub Grand Paris et en fait on a créé un lieu qui s'appelle le Plateau Fertile Paris, qui est une manufacture de mode où on met à disposition plein d'outils à destination de nos adhérents. Qu'est-ce qu'ils peuvent y faire, y trouver? Alors, on va avoir une matériothèque, une bibliothèque de matières pour qu'ils puissent sourcer des matières responsables avec des acteurs français. On va aussi leur proposer de la revalorisation sur certaines matières. On va avoir un espace de travail partagé avec une partie, désolé pour l'anglicisme, pour le coworking, où on peut travailler en mode bureau d'études, et juste à côté, l'outil de production avec des machines. Et donc, on peut passer très facilement de la conception à une mise en prototypage. Et l'objectif, en fait, c'est de créer, de tester. Et on va aussi faire des formations sur ce lieu pour accompagner au mieux l'ensemble de la filière. Vincent Marie, la marque Bleu Forêt a donc été créée par votre père Jacques en 1994. Si on fait le bilan 30 ans plus tard, vous avez, j'imagine, travaillé sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la consommation d'eau, d'électricité. Comment vous avez fait évoluer votre bilan? En fait, naturellement, l'usine est située dans le parc naturel des Vosges. Ce qui fait que dès le départ, mais il y a déjà 30 ans, c'était naturel de faire attention à notre environnement. Tout simplement parce que les salariés, les ouvriers s'y retrouvaient le week-end pour aller faire les balades en famille. Donc très tôt, on a fait attention à l'énergie. Donc on a une chaudière au gaz naturel, on recycle l'énergie, on produit la moitié de notre électricité via une turbine hydroélectrique, en s'appuyant sur le cours d'eau qui passe à côté de chez nous. On recycle l'intégralité de nos déchets carton et plastique, ça c'est relativement simple. Plus compliqué,
recycler nos déchets textiles. On a dû trouver plusieurs personnes pour recycler et on a réussi à trouver quelqu'un qui reprend tous nos déchets textiles, effiloche le fil et l'utilise pour faire du rembourrer les sièges ou les banquettes de voitures. Pourquoi ça a été plus difficile? Parce que la filière n'existait pas vraiment, faut presque un peu la créer ou en tout cas donner envie à des partenaires de se lancer? C'est exactement ça. Ça veut dire que les filières papier-plastique sont très développées, c'est facile. En revanche, c'est des filières beaucoup plus fragiles, les filières textiles, donc on a dû souvent participer aussi avec ces sociétés. Et puis alors vous lancez pour la première quinzaine d'avril un service de reprisage des chaussettes. Alors ça nous fait rire et en même temps c'est quoi l'enjeu, comment ça marche? Parce que ça ne doit pas être si facile de déjà récupérer les chaussettes de vos clients. Vous les faites quoi? Vous les renvoyez ensuite dans l'usine? C'est quoi l'idée? C'est parti, c'est une petite opération, c'est parti du fait que des amis me disaient mais quand même c'est malheureux de temps en temps, il peut m'arriver d'avoir un trou à ma chaussette et je la jette. Bien sûr, il n'y a pas de seconde main, il n'y a pas de réparation. Et donc je me suis dit, tiens, je ne peux pas le faire pour toutes les chaussettes, mais essayons de le faire pour les chaussettes Bleu Forêt qu'on me ramènera en magasin. Donc pendant 15 jours, n'importe qui peut rapporter une chaussette Bleu Forêt dans nos magasins. On va récupérer cette chaussette, la renvoyer à l'usine. Elle sera reprisée avec un œuf en bois par une personne de façon manuelle. Ensuite, on va la repasser, la replier et vous la restituer à la boutique. On le fait à titre gracieux. C'est plus pour essayer de mettre notre pierre à l'édifice, et de ne pas jeter. Oui, alors c'est ce que j'allais vous dire. Peut-être pour faire un peu changer l'état d'esprit, ou en tout cas se poser la question. Exactement, en fait c'est sortir du tout jetable, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Je le fais pas de façon dogmatique, c'est des copains qui m'ont sollicité là-dessus, donc s'ils m'écoutent, ils penseront à moi. Merci pour la galère, parce qu'il a fallu monter le système après. Mais c'est bien parce que justement ça nous pousse et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau, et voilà, donc c'est une action qu'on mène là du 1er au 15 avril. L'économie circulaire appliquée à l'univers de la mode, est-ce que c'est pour l'instant comme ça des opérations un peu ponctuelles, infinitésimales, alors là je parle du secteur, ou est-ce que ça commence à prendre de la place? Non, ça prend vraiment de plus en plus d'ampleur et la réparation en fait partie. D'ailleurs, on va lancer dès le mois de septembre une formation de réparateurs, notamment sur la partie couture, parce que c'est des métiers qui sont en train de disparaître et en fait il faut les préserver, il faut sauvegarder ces savoir-faire-là. Et sur la partie circulaire, on a de plus en plus d'adhérents et aussi de gens extérieurs à l'association qui nous sollicitent pour essayer de trouver des solutions concrètes. Et il en existe des solutions concrètes. Oui, avec un petit effet pervers. Alors là, je parle des géants, mais si on parle des géants de l'ultra fast fashion et des géants de la seconde main dans le vêtement, finalement, on est un peu dans la perpétuation d'un système d'ultra-consommation quand même. Tout à fait. Là, une marque comme Chine a annoncé qu'elle allait bien en 2025 mettre en place une usine de recyclage. Je crois qu'il prévoit de faire à peu près 3000 tonnes par an. Quand on a une usine comme les tissages de Charlieu qui est capable déjà de faire plus de 7500 tonnes par an et ils vont passer à plus de 15 000 tonnes dans les années à venir. Donc on a ce savoir-faire, on a les technologies. C'est aussi, on va dire, une question de volonté un peu politique pour accompagner des industriels pour ce changement d'échelle. Des chaussettes fabriquées en France, c'est une rareté? De plus en plus. 85% de ce qui est commercialisé par les marques françaises, c'est fabriqué dans des pays à bas coût. Il y a moins de 5% aujourd'hui de la production qui est purement française. Et en fait, on a perdu plus de 300 000 emplois. On était à plus de 420 000 emplois dans les années 90. Là, on vient de passer sous la barre des 100 000. Est-ce que vous êtes forcément beaucoup plus cher ? Ou comment vous faites pour trouver un équilibre en fait? Alors, on est forcément plus cher même à un produit équivalent, sachant qu'en fait, on va se spécialiser plutôt sur des produits plus haut de gamme. On va choisir des qualités de fil, des qualités de finition nettement supérieures. On a aussi l'obligation d'assurer un service meilleur du fait de notre proximité. On est capable de réassortir plus rapidement et toute la saison. Et enfin, moi je le dis toujours à l'usine, c'est pas parce qu'on est forcément plus cher qu'une production asiatique qu'il faut pas s'efforcer toujours d'améliorer nos processus de fabrication, d'essayer d'automatiser ce qu'on peut, d'essayer de travailler notre prix de revient industriel. Parce que sinon, si on ne se bat pas là-dessus, on n'a aucune chance. Donc c'est vraiment un pilier
pour nous la procédure de production d'investissement. Et est-ce que ça veut dire que vos chaussettes, elles résistent plus longtemps que des chaussettes qui sont beaucoup moins chères? Alors, c'est une question. Parce que si moi je suis consommateur, voilà, ça peut être intéressant finalement d'acheter des chaussettes un peu plus chères et qui vont durer plus longtemps. Ce qui est certain, c'est que les chaussettes Bleu Forêt sont plus agréables plus longtemps. C'est-à-dire que la qualité des cotons qu'on utilise fait qu'il est plus doux plus longtemps. La qualité des gommes, vous voyez, sur les élastiques, fait qu'elle va se détendre et se remettre en place beaucoup plus naturellement. Quand vous avez des gommes de mauvaise qualité, sur vos boxers par exemple, vos underwear, ils vont se mettre à friser. Oui, je vois très bien. Voilà. On l'a tous vécu. Et donc, voilà. Donc, une chaussette Bleu Forêt ne fait pas ça. Est-ce que ça vaut aussi pour fabriquer aussi des collants? Oui. Est-ce qu'ils sont plus résistants que la moyenne? Parce que ça, l'obsolescence programmée, c'est un vrai débat sur les collants. C'est toujours la même chose. Le fait de choisir des fils de haute qualité garantit un usage plus long et un usage plus qualitatif, plus doux, plus agréable, avec une plus belle régularité de maille. C'est comme pour beaucoup d'activités. Donc c'est le cas. Est-ce que vous parlez justement d'obsolescence programmée des collants, Thomas Rebelli? Alors, on en parle. Après, nous, on est une association d'entreprises. Après, je suis entrepreneur à côté. Un de mes objectifs, c'est justement de sensibiliser les consommateurs à ce type d'obsolescence. Et en fait, il y a aujourd'hui des gens qui luttent contre ça. Et donc, Bleu Forêt en fait partie. Et c'est important de prendre conscience, en fait, que quand on va choisir un produit qui va être légèrement plus cher, en fait, il va avoir une durée de vie à l'usage qui sera beaucoup plus importante. Avec ce chiffre, on aurait pu commencer par là, mais ce bilan carbone de l'industrie textile, 4 milliards de tonnes de CO2 par an, ça représente 10% des émissions mondiales. On parle au niveau mondial de gaz à effet de serre. Vous disiez lors de l'inauguration du Fashion Hub Grand Paris que la mode était en retard sur sa transition. Alors c'était en octobre 2023, j'ai retrouvé cette interview. 18 mois plus tard, est-ce que ça a un peu changé ou pas? Non, je pense qu'on est toujours aussi en retard. Et en fait, il y a certains acteurs qui freinent des cas de fer, qui essayent aussi de retarder de plus en plus la législation, qui essaye la réglementation qui essaie de se mettre en place. Là, on a une loi sur la loi contre l'ultra fast fashion, qui a été un peu détricotée. Oui, surtout qu'on attend au Sénat, qui était programmé là, et puis on ne sait pas quand. Bon. Voilà, on a retiré l'article 1, l'article 3, donc finalement, il y a plus vraiment de seuil. On déterminera ça éventuellement par décret. Et puis, la publicité, finalement, on relègue ça juste aux influenceurs. Et c'est dommage parce que si on arrive vraiment... Parce qu'il était question d'interdire la publicité pour ces marques du fast fashion. Oui, exactement. Et moi, je pense que plus on va mettre de visibilité sur les acteurs locaux qui font bien les choses, et plus les gens feront aussi les bons choix. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation avec Arnaud Chollet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Cyclamen, vous l'avez créé en 2012, fin 2012 avec Adrien Antonen et Michel Delin. Quelle idée, quelle ambition ? Racontez-moi. Justement, c'est surprenant parce qu'on n'avait pas d'idée, mais on avait une vraie ambition. En fait, tout s'est fait dans le nom. Cycla parce qu'on voulait travailler sur le cycle des choses pour essayer de régénérer des matières. Men parce qu'on était 3 hommes à le créer. Et c'est la femme justement de Michel qui a trouvé Cyclamen, c'était notre symbole, une fleur, pour essayer d'avoir un impact positif sur l'écologie. Et alors vous faites quoi ? Et en fait, au début, on a fait plein de choses. On était persuadés que ça allait fonctionner. Et on est tombé en cherchant sur la valorisation des métaux non ferreux. Et dans cette valorisation des métaux non ferreux, il y en a beaucoup. On s'est rendu compte que l'aluminium est un métal super intéressant parce qu'il aide à la transition écologique. Parce qu'il est léger, il est solide. Et quand on le retrouve dans le recyclage, il a déjà fait son cycle carbone. Donc le fait de le remettre dans l'économie circulaire, on baisse l'impact carbone. Donc on fait un truc super intéressant. Donc vous travaillez plutôt sur l'aluminium. Mais quand on parle de métaux non ferreux, un tout petit peu de pédagogie, c'est quoi ? Alors métaux non ferreux, c'est un métal qui ne prend pas d'aimant. C'est-à-dire que si vous faites à manger en ouvrant une boîte, vous mettez un aimant dessus, c'est donc un métal non ferreux. Par contre, si vous faites une papillote avec du poisson, vous le faites dans l'aluminium, si vous mettez un aimant dessus, il ne se passe rien. Donc c'est la définition d'un métal non ferreux. Donc un métal non ferreux, pour le retrouver, un aimant ne permet pas de le retrouver. Par contre, il y a d'autres technologies pour le retrouver.
Et un métal non ferreux, il est assez intéressant parce qu'il va avoir d'autres propriétés, de conductivité comme le cuivre ou l'aluminium, qui est super intéressant, entre autres pour les aliments. Alors, on a des canettes en aluminium. Bien sûr. Ou pour faire des voitures plus légères dans des voitures électriques. Et alors, pour recycler ces métaux non ferreux, et peut-être on va se concentrer sur l'aluminium, est-ce que ça suppose, est-ce qu'il y a de l'innovation? Est-ce que vous avez dû réfléchir à des procédés ou est-ce que les procédés existaient, vous les avez simplement, entre guillemets, appliqués? Alors nous, notre grand truc, c'est qu'on a pris des mélanges de métaux non ferreux qui venaient de ce qu'on appelle les centres d'incinération des déchets ménagers. Donc ça veut dire que le matin, quand vous ouvrez votre yaourt et un opercule là, avec un peu d'aluminium, si vous le jetez dans la poubelle grise, tout ça, ça va être incinéré, parce qu'il y a plein de choses qui sont des dérivés pétroliers, du plastique, etc. Et ça va créer de l'énergie. Et à la fin, il va rester des cendres. Et dans ces cendres, votre opercule de yaourt, il va être une petite bille d'aluminium. Et une fois que ça, on arrive à le retrouver, nous, on a mis de la technologie, c'est-à-dire entre autres plein de successions de rayons X, où on va dire ce bout d'aluminium-là, on est capable de le remettre à tel niveau pour refaire quelque chose. Ça veut dire que notre job, il est d'identifier en fait exactement les alliages aluminium, pour dire on va le remettre tout en haut, ce qui s'appelle vraiment le recyclage, pour refaire quelque chose. Et ça, on le refait pour fournir une industrie. Donc on devient un premier maillon de la réindustrialisation française. Mais ça veut dire que vous recréez de l'aluminium qui va être utilisé comme l'aluminium initial d'une certaine façon par l'industrie? Exactement, c'est ça qui est fou. Et on le fait sans avoir besoin de le fondre. Donc en fait, nous, on va fournir des industries qui disent, moi j'ai besoin de tel alliage, j'ai besoin de faire une baie vitrée, donc il me faut telle caractéristique. Et nous on va dire, ok, on va vous fournir telle caractéristique. Pour avoir les idées en tête, quand je fournis un camion d'aluminium, on en fournit à peu près un par jour actuellement, donc 25 tonnes. 25 tonnes, c'est 3 millions d'analyses. Parce que j'ai analysé chaque grain. Donc quand je fournis 25 tonnes avec 3 millions d'analyses, je dis, je suis capable de m'engager sur telle et telle précision. Et ça, on est les seuls en France et en Europe à le faire. Et vous récupérez des cendres des usines d'incinération, en fait? Alors c'est là où il y a un truc super intéressant, c'est qu'on les récupère surtout pas. Bon, Mais alors vraiment surtout pas. Dans les cendres d'incinération, il y a entre 1 et 2% de métaux non ferreux purs qui sont laissés là-dedans, donc c'est vraiment pas grand-chose. Par contre, si on les extrait pas, ils sont perdus à vie. Alors c'est dommage, ça a une valeur écologique et financière, donc il faut trouver un moyen pour les récupérer. Alors les très grands centres ont investi, mais il y a des centres intermédiaires où il n'y a pas de modèle à investir. Et nous en fait on a investi nous-mêmes dans des installations mobiles. Une espèce d'usine mobile, d'accord, où là on fait l'inverse. Alors on apporte de la techno, on se met à côté des cendres, on passe les cendres dans nos installations mobiles pour en extraire les métaux non ferreux, qui après vont venir dans notre usine qui est en Moselle, où là on va faire ce cycle pour remettre des métaux non ferreux dans l'économie circulaire. Et alors vous avez été classé le mois dernier parmi les 500 entreprises françaises en plus forte expansion, 48e place, bravo, merci. Félicitations. Alors, c'est certainement vos qualités. Est-ce que vous êtes aussi porté par un marché mondial du recyclage qui est en forte croissance? Alors, le marché est en croissance, c'est une évidence. Maintenant, notre particularité, c'est que nous, on a géré cette croissance-là en l'autofinançant. C'est-à-dire qu'on fait partie des gens c'est le principe de l'innovation, vous avez développé quelque chose, vous pouvez capter un marché parce que vous avez innové. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, enfin, c'est le débat de fond. Si on a fait quelque chose, c'est cet aluminium de le remettre dans l'économie circulaire, vous avez un vrai impact à le faire. Donc l'innovation permet de le faire, et on est aussi dans le capitalisme, il faut le faire en gagnant de l'argent. Et donc on a réussi à mixer les deux, ça c'est pas commun. Merci beaucoup Arnaud Chollet, bon vent à Cyclamen. Merci, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.